Donc je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu à côté de... Ça peut vous paraître un petit peu marginal par rapport à l'alimentation, mais vous allez voir que finalement, on retrouve quand même cette idée avec l'essor de la poterie de grès normande et la consommation du beurre du XVe au XIXe siècle. Alors pour commencer, et en la moitié de l'image qui n'y est pas. Ah oui. Comment se fait ça? Il en manque beaucoup? Oh, il ne va peut-être pas en manquer beaucoup. Je peux essayer la suivante? Ah, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Peut-être. Alléluia. Bon, je vais reprendre avec un complément à la bibliographie que vous avez pu avoir et que je vous ai adressé via OK, en ajoutant quelque chose que vous devez sans doute tous connaître déjà, qui est le livre de Danielle Alexandre Bidon, Une archéologie du goût, qui est paru en 2005, et dans lequel elle fait justement une large part au goût de terre et à l'évolution des mentalités concernant justement l'usage de la poterie et cette archéologie du goût. Donc ça, c'est quelque chose d'assez général qui peut vous être très utile, donc je vous le conseille fortement. Alors sinon, dans la bibliographie que je vous ai indiquée, il y a pas mal de travaux qui sont en fait des travaux plutôt normands, donc vous n'avez peut-être pas pu vraiment voir vous-même dans vos bibliothèques ici, et qui sont entre autres des travaux faits avec des archéomètres, comme le travail ici qui a été réalisé avec Daniel Dufournier, ou celui que j'ai pu publier là-haut avec Anne Bocquet-Liénard, qui sont tous deux archéomètres qui travaillent au CRAM, Centre de recherche Michel Deboire, et qui ont travaillé tous les deux beaucoup sur la poterie. Et puis je voulais vous signaler aussi, dans le même ordre d'idées pour le même type de travaux, Bruno Fajal, qui a travaillé lui aussi sur la poterie de grès, mais qui s'est intéressé à une autre région, qui est le Domfronté, alors que pour ma part, je m'intéressais au Bessin, et vous allez voir tout à l'heure justement quelles sont ces deux régions et comment ça se répartit en Normandie. Alors pour commencer, un petit rappel quand même, la Normandie, qu'est-ce que c'est, où c'est? Donc on est en France, bien entendu, et on est à l'ouest de la France, en bordure de la mer, dans une région qui est connue parce qu'elle a été pendant un moment duché. Après les attaques, les raids vikings, le roi accepte de confier cette région à Rollon, d'en faire un comte, et ça devient une région pratiquement, très autonome par rapport au royaume de France. D'autant plus autonome que l'un des ducs de Normandie, Guillaume le Conquérant, va conquérir l'Angleterre
Et de ce fait, la Normandie, franco-anglaise un peu, va être finalement très indépendante par rapport au reste du royaume de France jusqu'à ce qu'elle soit rattachée de nouveau à la France après 1204. On a donc affaire à une région qui évolue un peu en solitaire. Alors, à l'intérieur de la Normandie, composée de deux régions, celle qu'on appelle la Haute-Normandie, qui se trouve... Tiens, voilà, ça ne venait pas, excusez-moi. Donc, la Haute-Normandie composée de la Seine-Maritime et de l'Eure, et puis la Basse-Normandie, qui est donc cette région-là, composée de 3 départements, le Calvados, l'Orne et la Manche. À l'intérieur de la Basse-Normandie, les régions qui sont signalées ici par ces triangles sont les régions qui sont les grands centres potiers connus de Basse-Normandie. Ici, alors, vous avez la capitale d'abord de la région qui est Caen, alors que la capitale de l'autre, de Haute-Normandie, c'est Rouen. Et vous avez comme centre potier le Pays d'Auge, ici, le Domfronté, le Bessin et le Cotentin. Donc ça, ce sont les régions dans lesquelles, au Moyen-Âge, on avait vraiment des concentrations d'ateliers de potiers et des concentrations d'ateliers qui produisaient en très grande quantité, qui alimentaient l'ensemble de la région. Mais, et vous allez le voir tout de suite, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, une production qui, même lorsqu'elle est assez remarquable du point de vue qualitatif, ne va guère au-delà des provinces du duché, ou plus tard de la province, quand la Normandie sera rattachée à la France. Du point de vue géologique, comment est-ce que ça se présente? J'appuie 2 fois pour que ça marche, en fait. Donc voilà une carte géologique tout à fait simplifiée de la région, avec ici ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le Pays d'Auge, qui est au contact du... alors, du point de vue géologique, on est dans une région relativement particulière, puisqu'on est au contact... ici, on a le bassin sédimentaire qui va jusqu'à Paris, c'est les assiettes empilées de la région parisienne, et ici, au contraire, c'est le massif armoricain, avec la Bretagne qui est ici. On est donc partout ici au contact entre les deux, et on a donc des argiles de nature relativement différente selon qu'on est ici ou là. Donc ici, on a, donc je le disais tout de suite, le Pays d'Auge, puis ici, au contraire, le Domfronté, et là, vous voyez, sur des zones extrêmement granitiques. Et puis, alors, tout à fait en haut, le Pays de Bray. On parle habituellement en géographie de la boutonnière du Pays de Bray, puisqu'on est dans une région qui est une sorte de fente qui traverse les couches de calcaire et qui laisse apparaître sur les 2 côtés des couches d'argile extrêmement épaisses. Et on a notamment, comme caractéristique du Pays de Bray, un atelier de potier très très connu, dont on parlera tout à l'heure, qui sont les ateliers du Beauvaisis. Et moins connu, un autre atelier, ceux de Martincan, qui eux se situent en Haute-Normandie. Et puis, dernière région, le Bessin-Cotentin, ici, où vous voyez une zone d'argile détritique qui fait en fait les deux et qui sont assez particulières parce qu'elles sont, du point de vue chimique en tout cas, très très difficiles ou presque impossibles à distinguer les unes de l'autre. C'est-à-dire que Bessin-Cotentin, c'est à peu près indiscernable, chimiquement parlant. Alors, nous allons, pour commencer, évoquer rapidement les principales productions entre le XIIe et le XVIIe siècle et leur rayonnement. Parmi les productions, on a évidemment la céramique commune, en premier lieu, celle qui sert pour faire à peu près toutes les activités, préparer la cuisine, stocker,
On a aussi la céramique très décorée, qui est principalement, elle, on va le voir tout à l'heure, une céramique qui doit paraître sur la table et qui est plus richement ornée dans ce but. Et puis, on a la céramique à œil de perdrix, qui est une céramique tout à fait particulière, qui sert plutôt, elle, comme ustensile de stockage. Deuxième type de poterie particulière, les carreaux de pavement. Et si j'en parle ici, c'est que les carreaux de pavement, malgré leur forme de pavé, sont fabriqués par les potiers et pas fabriqués par les tuiliers, comme on pourrait le penser, puisque en fait, le pavé se rapproche davantage de la forme d'une brique. Et puis enfin, le troisième exemple, donc troisième type de poterie, le grès, dont on va parler de manière un petit peu plus détaillée tout à l'heure. Alors commençons par cette typochronologie qui avait été réalisée il y a maintenant pas mal de temps par Marie Lénart, qui elle aussi travaillait au CRAM, et qui présente l'évolution donc des types de poterie entre le XIIe siècle et le XVe siècle. Alors, vous avez d'abord des colonnes latéralement qui vous donnent justement cette évolution typologique en fonction du temps. Et puis, vous avez verticalement, mais comme c'était un tableau tout en longueur, j'ai recollé les deux morceaux de façon à ce que ce soit un peu plus lisible. Vous avez aussi les différents types de peaux houles, c'est-à-dire ces peaux globulaires, sans préhension, avec pratiquement pas de colle. Vous avez les coquemards, alors ce sont des vases qui servent essentiellement à faire la cuisine. Vous avez les coquemards qui reprennent à peu près les formes des houles, c'est-à-dire là encore un pot relativement ouvert, mais avec une anse assez réduite et souvent unique d'ailleurs, installée sur le col. On voit quelque chose? Oui, ça va. Et puis vous avez enfin, toujours se rapprochant de ces deux premiers types, les poêlons qui se présentent un petit peu, vous voyez, si on n'a que la forme du vase, on a encore des formes extrêmement globulaires ici, mais qui cette fois-ci ont une queue qui pouvait servir à poser un manche en bois de manière à avoir une préhension un petit peu plus pratique. Ces types de pots-là ce sont des pots qui servent essentiellement à faire la cuisine et qui sont d'ailleurs, quand on les trouve sur les chantiers de fouilles, sont souvent marqués par des traces d'utilisation, traces de brûlé à l'extérieur du vase, la plupart du temps. Alors ces pots peuvent être ornementés aussi, assez souvent par des bandes parallèles, par exemple sur l'épaule. Bon, ce n'est pas trop ce que je vous ai présenté ici, mais ce n'était pas non plus le sujet principal. À côté de ces vases-là, on a quelques formes ouvertes, comme des jattes. Vous en avez ici quelques exemples. Souvent, quelquefois décorées juste en dessous de la lèvre, comme vous le voyez là. Elles sont généralement larges, ça peut servir de bassin, de cuvette, et larges et plates. Et puis, alors on a, mais c'est très rare, enfin, des jattes, plutôt des sortes de petites coupelles, mais c'est quand même très très peu fréquent parmi les vases que l'on peut trouver. Et puis ensuite on a la catégorie des pichets cruches. On est à l'heure actuelle en train de travailler sur une typochronologie de la céramique, et en fait pour toutes ces formes fermées, on a décidé d'employer un seul terme qui serait pichet cruche ensemble, sans les distinguer. Mais là, à l'époque, on les distinguait encore, donc on a plusieurs catégories. Donc cette fois-ci, on a des vases, vous le voyez, qui ont tous une forme relativement fermée, une anse, tous aussi, souvent repliés sur le dessus, et une ouverture relativement étroite. Ce sont soit des vases qui servent à puiser l'eau, soit des vases qui servent à transporter les liquides, voire qui servent à boire aussi, parce qu'il semble qu'on buvait directement dans les pots quand ils étaient relativement petits.
Alors sur cette typochronologie, il y a aussi des points colorés. Et ces points colorés indiquent, et c'est important, la pâte dans laquelle ils ont été fabriqués. C'est-à-dire que les cercles, les ronds blancs, ce sont des vases qui ont une pâte blanche. Les ronds rouges, les vases qui ont une pâte rouge. Et on a enfin en foncé des vases qui sont du grès. Alors, une explication. En Normandie, au Moyen-Âge, disons au XIIIe siècle, la céramique commune est une céramique à pâte blanche. Blanche. Et pratiquement uniquement. Et c'est important parce que sur la carte que je vous montrais tout à l'heure, et là je vais faire un petit retour en arrière, voilà. Voilà. Les vases qu'on trouve donc au Moyen-Âge et qui sont en pâte blanche proviennent soit du pays d'Auge ici, soit du Bessin Cotentin là-bas. Et c'est tout. Et c'est assez remarquable parce que dans le Bessin Cotentin en particulier, cette grande masse d'argile dont vous voyez ici le dessin, c'est une argile rouge, rouge très ferreuse, puisque c'est le fer qui donne à la pâte sa couleur une fois que la pâte est cuite, et qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver une pâte blanche qui ne contienne pas de fer et qui par conséquent puisse fournir ces vases blancs. Ça veut dire que les potiers au Moyen-Âge choisissaient délibérément une pâte blanche pour avoir des vases blancs parce qu'ils accordaient de l'intérêt, du prix à cette couleur, à l'obtention de cette couleur. Et c'est particulièrement important parce que justement, quand ils vont commencer à produire du grès, il va falloir qu'ils changent leurs habitudes et qu'ils passent d'une pâte blanche qui ne peut pas graiser à une pâte rouge qui, elle, va être la seule susceptible de donner un autre résultat. Donc ça suppose un changement complet, non seulement dans les mentalités, enfin, pour obtenir un nouveau produit, il va falloir trouver aussi une nouvelle matière première. Mais ça veut dire aussi qu'avant, on était attaché à la matière première blanche. Donc je reviens à mon autre... Voilà. Alors, pourquoi il ne veut plus avancer? Ah si. Oui, c'était ça, voilà. Donc ça, c'était les vases à pâte blanche, ceux qui sont tous produits, comme vous le voyez, je dirais jusqu'au XIVe siècle. Et puis après, dans la dernière colonne, c'est-à-dire correspondant au XIV-XVe siècle, on voit que le blanc devient exceptionnel au regard des pâtes soit rouges, soit grésées, qui vont se substituer aux premières. Et qui sont celles-là. Voilà. Alors, cette céramique commune et tricorée, comment est-ce qu'elle se présente? Donc maintenant, quelques exemples de poterie. On a d'abord les houles, comme celles que vous voyez ici. Celles-ci ont été découvertes sur le site du château de Vatteville-la-Rue que j'ai pu fouiller par ailleurs. Des coquemards, quelques exemples qui proviennent du château de Caen. Des poêlons, toujours dans les anciennes fouilles du château. Des jattes, celle-ci provient du Mollet-Litry, donc c'est des ateliers de potiers que j'ai fouillés. Des cruches, des pichets
balustre, c'est-à-dire cette forme comme que vous voyez ici, ou que vous repérez à côté sur la typochronologie, ou enfin des tout petits pichets très globulaires, parfois ornés de glaçures, comme ceux que vous voyez là. Cette céramique commune, j'ai essayé de faire une carte approximative de distribution à partir des lieux où il y a eu des fouilles. Et on voit qu'à partir des centres où elle était produite, donc il y a les grands centres dont j'ai parlé tout à l'heure et d'autres un petit peu moins importants, elle diffuse, mais assez peu, et ça ne déborde pas le cadre de la Normandie. En ce qui concerne la céramique très décorée, qui est donc une céramique plus prestigieuse, puisqu'elle était destinée à apparaître sur la table, on peut se poser aussi la question. Alors d'abord, à quoi ressemble cette céramique très décorée? Donc sur pâte blanche, on profite du fait qu'on a une pâte blanche pour pouvoir ajouter par-dessus un décor. Et ce décor est généralement réalisé à la fois par soit de la barbotine d'une autre couleur, soit des appliques d'une pâte d'une autre couleur, rouge justement, qui en cuisant devient brun. Et puis, on a donc des motifs rapportés et souvent par-dessus des molettes appliquées de façon à dessiner des croisillons, des écailles, etc. Toutes sortes donc de... Et on n'hésite pas à surcharger les choses parce que ça plaisait comme ça. Il fallait qu'il y en ait beaucoup. Plus il y en avait, plus c'était beau. Et vous avez l'exemple de ces vases que vous voyez ici, donc fond blanc, une glaçure par-dessus qui donne cette couleur légèrement jaune, et puis comme on a ajouté des décors colorés avec une pâte rouge, on a du brun qui vient s'ajouter à l'ensemble. On a différentes productions de ces vases, et jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à trouver les ateliers qui les fabriquaient. Donc ça reste encore une question qui se pose en Normandie, de savoir où cette céramique était fabriquée. Pourtant, les analyses de pâtes qui ont été réalisées ont montré que c'était bien des argiles locales, et donc par conséquent, on a affaire à des productions locales. Mais on ne sait pas, on n'a pas trouvé l'endroit où c'était fait. Alors, il y a des petites différences parfois qui permettent aussi de distinguer ces différentes productions. Il n'y a pas que l'analyse chimique. Il y a entre autres, je ne sais pas si vous le voyez ici, si quand même, il y a entre autres l'anse. Par exemple, ce vase-là est une production qu'on qualifierait de rouennaise, donc produite aux environs de Rouen, de la capitale de la Haute-Normandie, parce qu'elle a une anse ronde, vous le voyez, et assez souvent aussi ce qu'on appelle le poussier, c'est-à-dire deux petites languettes qui sont tout à fait en haut, au-dessus de l'anse. En revanche, les deux du bas seraient des productions qualifiées de cannaises, parce que l'anse est plate, avec assez souvent les extrémités de l'anse repliées vers le dessus, de façon, enfin, vous voyez, à le donner un petit peu d'épaisseur quand même. Mais donc ça, c'est différent. Et puis, on n'a pas le poussier qui n'est pas là, alors qu'il est là-haut. Donc voilà quelques variétés de ces céramiques. Vous en avez d'autres, par exemple, je crois que c'est celle-là avec un motif qui ressemble un peu à un paillasson. Celles-ci, par exemple, sont produites dans la région d'Évreux. Là, vous voyez bien le poussier aussi. Une autre particularité des vases de Haute-Normandie, c'est qu'ils ont souvent des petits pieds. On les voit à peine, mais ils ont souvent 3 petits pieds, alors que ceux de la région de Caen n'en ont jamais. Donc on a bien affaire à des productions différentes. Et là, voilà encore un sujet qu'il va falloir approfondir. Cette céramique très décorée, elle continue à être produite tout au long du Moyen-Âge, et surtout on constate qu'on a un petit peu tendance à ce que les couleurs changent, avec en particulier à la fin du Moyen-Âge plutôt des glaçures vertes que des glaçures comme avant, brun et jaune. Mais on garde
la même technique décorative est toujours appliquée sur une pâte blanche. Alors cette céramique très décorée, on peut là encore donner une carte de diffusion. Autour des villes principales, donc autour de la région plutôt du pays d'Auge, parce qu'on pense que ces céramiques, la pâte pourrait plutôt être une pâte originaire du pays d'Auge, ou bien autour de Rouen. Voilà. Mais là encore, ça ne dépasse pas le cadre de la Normandie, parce que dans la région parisienne, on a des productions qui ressemblent à ça, mais qui sont différentes, enfin, qui viennent d'un endroit différent. Un autre type de céramique un petit peu particulier qu'on trouve, alors cette fois-ci, non seulement en Normandie, mais je dirais dans la Sarthe aussi en particulier, c'est la céramique à œil de perdrix, qui est une céramique très particulière parce qu'elle permet de fabriquer ces grands vases. J'en ai pas entier à vous présenter, autrement, enfin en photo. Ces grands vases à œil de perdrix, donc ce sont des grands mortiers qui sont à peu près de cette taille, qui sont décorés de petites pastilles appliquées, vous voyez en haut, et sur ces pastilles, on fait des petits dessins, comme avec l'extrémité d'un stylo-bille, par exemple, ce qui donne un petit peu des allures de masques de hibou qui sont dispersés tout autour du vase. La pâte est très grossière et contient énormément de quartz, et c'est des vases qui devaient servir principalement au stockage. Et là, c'est un petit peu pareil, hein, s'il y en a eu beaucoup, mais les ateliers, on ne les connaît pas véritablement. On ne sait pas vraiment où ils étaient produits avec exactitude. Donc, jusqu'à présent, toutes ces productions, même quand elles sont intéressantes du point de vue qualitatif, ne diffusent guère. Dernière production remarquable et qui aussi ne va pas très très loin dans le domaine de la diffusion, ce sont les carreaux de pavement. Alors, je vais passer quand même assez rapidement pour vous les montrer. Mais... Donc, ils sont décorés. Alors, ceux-ci sont des carreaux produits dans le pays d'Auge. Et ils sont décorés, comme vous le voyez, de motifs. Alors, c'est le même principe que la céramique très décorée qu'on retrouve. La différence, c'est que ici, on a de la pâte rouge, pour une fois. Et on n'a pas besoin donc de rajouter du rouge pour faire la couleur. Au contraire, on imprime plutôt le décor qu'on remplit d'une pâte blanche de façon à obtenir toujours le même effet décoratif en jouant sur le brun et le jaune. C'est quelque chose de répétitif. Ça veut dire qu'on a quand même l'habitude de travailler les deux types d'argile. Et donc ces carreaux sont produits dans les fours à peau. Et voilà donc deux exemples ici de céramique du pays d'Auge et un exemple de rosace qui a été retiré d'une église à Saint-Pierre-sur-Dive. Et vous voyez ici l'ensemble, la diversité de ces différents carreaux et le jeu de ces décors. Mais le pays d'Auge n'est pas la seule région qui produit ce type de poterie. Vous avez par exemple dans le Bessin également des pavés décoratifs ou décorés, ici qui représentent des armoiries de familles importantes dans la région, donc, dont vous avez ici les blasons, Mallet de Graville, Matan, Bertrand, Balmain, ou d'autres motifs, cette fois-ci, qui ne sont pas spécifiquement rattachés à une famille, mais qui parfois reprennent des symboles aristocratiques ou qui rappellent une famille. Bon, outre le décor de fleurs de lys et un peu château de Castille du deuxième pavé, vous avez ensuite cette petite fleur qui est le symbole de la famille des Mollet-Bacon. Les Mollet-Bacon sont les seigneurs qui protégeaient la communauté de potiers du Bessin, dont on parlera tout à l'heure et sur laquelle j'ai particulièrement travaillé. Et on retrouve régulièrement sur tous ces pavés cette petite fleurette qui est le rappel aussi de cette famille de potiers de cette famille seigneuriale qui protège en fait la communauté de potiers. Bon, ces carreaux, ils sont aussi parfois réutilisés pour des productions tout à fait remarquables, comme les plaques-tombes de céramique. Vous en avez une ici qui a été découverte en fouille à l'abbaye du Veux,
à Cherbourg, et qui est daté d'année 1270, qui est donc la tombe d'un clerc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez ici les 4 pavés que je vous ai présentés tout à l'heure, et qui doivent être des emblèmes des familles, justement, qui avaient des liens avec, sans doute, la communauté ou l'abbaye, et probablement marquent donc des relations importantes entre cette communauté religieuse et les seigneurs. Un autre exemple, donc l'abbaye de Longues, c'est une abbaye qui se trouve un petit peu au nord de Caen, cette fois-ci. Pardon, je me trompe de bouton. Ou encore, ici, on a une église, dans le mur extérieur de l'église du Breuil aujourd'hui, et cette inscription qui autrefois devait appartenir aussi à un monument funéraire, mais disparu, et qui justement se trouve tout à fait à proximité des centres potiers du Bessin. Donc cette toute petite carte montre l'emplacement des plaques-tombes ou vestiges de plaques-tombes qui ont pu être découverts, et on voit que là encore, on a affaire à une production certes remarquable, mais qui ne dépasse pas le cadre de la Normandie. Alors maintenant, on va un petit peu changer. Donc, qu'il s'agisse de céramique culinaire, domestique, ou de céramique raffinée comme la céramique très décorée, comme les carreaux de pavement, comme les plats de tombe, donc une poterie qui ne diffuse pas jusqu'au milieu du XIVe siècle, ou qui ne diffuse pas, ou qui diffuse extrêmement peu. Et puis, voilà, au milieu du XIVe siècle, à peu près, oui, à partir de 1350, un peu avant, un peu après, ça dépend des endroits, apparaît ce qu'on a appelé le protogrès. Alors, le protogrès, aujourd'hui, c'est un terme extrêmement discuté, qu'on utilise pas trop, mais bon, pour moi, ça désigne quand même quelque chose d'un peu particulier. Alors, je pense qu'il faut quand même en parler. Le protogrès, c'est une poterie qui, en plus du grès, comporte à l'intérieur de la pâte énormément d'inclusions. Donc c'est une pâte, si vous voulez, au toucher extrêmement rugueux et extrêmement grossier, qui généralement, enfin qu'on trouve généralement avant de trouver vraiment du grès, sur lequel je vais un petit peu, problème que je vais développer tout à l'heure. Donc, bon, je pense qu'on peut toujours au moins conserver l'expression pot-au-grès, même si on sait que c'est finalement discutable et que parfois on a continué à faire du pot-au-grès au moment où on faisait aussi du grès. Donc voilà, il faut relativiser l'expression, mais ça désigne quelque chose de spécial pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que le grès? Ça, je crois que c'est important et qu'il faut... La poterie traditionnelle, toute celle que vous avez pu voir jusqu'à présent, qu'il s'agisse donc de communes, ou de céramique très décorée, ou des vases comme comment dire, les vases à petits hiboux, là, le nom m'échappe tout de suite, bref, peu importe. Tous ces vases sont cuits à une température relativement basse, une température autour de 800-900 degrés. Le grès, lui, est cuit à une température beaucoup plus élevée, 1100 degrés. Il y a un phénomène qui se passe entre ces deux températures qui fait que la pâte, qui est à 800 degrés toujours poreuse, du type pot de fleurs, ou quand vous mettez de l'eau à l'intérieur, le pot lui-même en boit la moitié, voire plus. Cette porosité tend à disparaître, la pâte se vitrifie. Bon, il faut savoir qu'à la cuisson, toutes les argiles connaissent, ou plutôt passent par une phase vitreuse, c'est-à-dire que, et après, elles se liquéfient et elles deviennent liquides. Donc, je vais reprendre l'image du beurre, on en discutait hier dans la voiture.
en comparant la fusion de l'eau et la fusion du beurre. Si vous faites fondre du beurre, avant de devenir complètement liquide, il va passer par un moment où il est complètement pâteux. Bien, si vous voulez, l'argile, c'est le même principe. Les éléments qui la composent font qu'on a une phase, je dirais, où l'argile devient molle, de plus en plus molle, jusqu'à devenir liquide. Pour qu'une poterie puisse devenir du grès, il faut que cette phase vitreuse soit suffisamment longue pour qu'on puisse, je dirais, arrêter le four, enfin l'atteindre, arrêter le four, et arrêter le four sans que la céramique ait le temps de s'effondrer et devienne une petite masse liquide. Donc, toutes les argiles ne peuvent pas graiser parce que la plupart d'entre elles n'ont pas une phase vitreuse suffisamment longue. C'est-à-dire que quand on a dépassé la température, eh bien, l'ensemble des poteries deviennent liquides, si vous voulez, et donc le potier a raté totalement sa fournée. Donc, quand la poterie réussit à atteindre, enfin, quand la pâte peut atteindre cette température importante, tous les pores de la pâte, tous les éléments, si vous voulez, sont devenus fondus, et la pâte n'est plus du tout poreuse, elle devient imperméable. Donc, la particularité du grès, c'est qu'on a une pâte imperméable qui va donc beaucoup mieux contenir les liquides et qui va avoir des propriétés tout à fait différentes de la céramique commune. Alors, donc, je récapitule. Le grès, c'est donc une céramique qui a cuit à une très haute température, dont la pâte est dite désormais fermée et qui est beaucoup, beaucoup plus imperméable. Elle a donc des propriétés qui sont reconnues dès le XIVe siècle, puisque c'est une poterie qui est supposée beaucoup mieux garder la fraîcheur des aliments. Et c'est une propriété qui est connue notamment par Ambroise Paré, qui en parle dans ses ouvrages et qui conseille de mettre les produits, entre autres la pharmacie, à conserver dans des vases en grès parce que ça a des qualités particulières qui sont de garder la fraîcheur de ces aliments. Alors l'autre corollaire, donc on a vu tout de suite qu'il fallait des argiles spécifiques qui puissent graiser. La deuxième contrainte liée à la production du grès, c'est la quantité de bois nécessaire pour le faire cuire. Si on fait cuire les poteries à 800 degrés, et donc le graphique qui a été réalisé par Daniel Dufournier, dont je vous parlais tout à l'heure, le montre ici, pour cuire une poterie à peu près à 900 degrés, il faut 10 heures de cuisson et à peu près 0,8 stères de bois, c'est-à-dire moins d'un stère de bois. Pour cuire une poterie à 1100 degrés, il faut, plutôt là, 1300 degrés, il faut 18 à 20 heures de cuisson et 3 stères de bois. Et c'est très important. La longueur de la cuisson est évidemment très importante, puisqu'il faut que le potier, au moment où il cuit, soit à peu près toujours en permanence à alimenter son feu pour qu'il puisse monter en température. Et plus il faut monter haut en température, plus il faut être présent et plus il faut alimenter le four. Et ça a une autre conséquence, dont on ne parlera pas ici, mais qui est essentielle et qui a été essentielle en Normandie, c'est la quantité de bois à une période où, par ailleurs, le bois est extrêmement nécessaire pour beaucoup d'activités, et entre autres sur la côte, pour fabriquer des navires, c'est-à-dire que les forêts sont de plus en plus mises à contribution et que les potiers vont avoir de plus en plus de mal à obtenir du bois. La conséquence, c'est que là où on les autorisait auparavant
à se fournir gratuitement dans les forêts seigneuriales, désormais, on va rencontrer davantage de textes qui vont montrer qu'ils sont obligés de payer pour s'approvisionner en bois, qui sont obligés d'aller le chercher aussi de plus en plus loin. Donc, fabriquer du grès, vous voyez que c'est des contraintes supplémentaires. Il faut trouver une argile adaptée, il faut conduire la cuisson encore plus longtemps, donc être encore plus présent, c'est encore plus difficile. Et puis c'est très difficile dans un four longitudinal d'atteindre une température comme celle-là. Et ensuite, il faut avoir du bois en quantité suffisante, et ça coûte évidemment très cher aussi au potier. Donc si on veut produire du grès, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment que ce soit une demande forte. Alors pour ce qui est de la durée de la cuisson aussi, je pourrais ajouter d'autres choses, ça dépend aussi des argiles qui sont utilisées. C'est-à-dire que la température de fusion, elle est plus ou moins basse ou plus ou moins haute. Je vous ai présenté tout à l'heure différentes régions. Et il y en a 2 qui vont se spécialiser dans la production du grès en Basse-Normandie, qui sont le Bessin Cotentin et la région de Domfront. Les argiles du Domfrontais graisent à 1350 degrés, les argiles du Bessin Cotentin graisent à 1100 degrés. Mais c'est une argile beaucoup plus difficile à travailler, et en définitive, ce ne sera pas forcément le Bessin Cotentin qui va avoir, je dirais, la primauté de la fabrication, au contraire. Donc, on va revenir justement sur la localisation des argiles graisantes à partir donc de cette carte. La toute première région en France. Alors d'abord, les petites taches brunes, c'est les zones dans lesquelles on trouve des argiles qui sont susceptibles de graiser. Et la toute première donc, à avoir produit du grès, qui a eu un gros succès, et justement celui dont Ambroise Paré va vanter les qualités, c'est ce grès-là, c'est le grès du Beauvaisis, donc produit dans la région de Beauvais. Il est caractéristique, on le reconnaît assez facilement, parce qu'il est d'une couleur gris clair, contrairement à ce qu'on va voir tout à l'heure pour notre grès normand. Et c'était important aussi qu'il soit gris clair, parce que le contenant que ce grès va concurrencer directement, c'est le métal. Et il se trouve qu'il est un peu de la couleur du métal. Donc, ça va faciliter son utilisation. Et vous voyez que les vases aussi qui sont produits, comme ceux-là, c'est surtout des verres à boire ou des petites coupes comme celle-là. C'est-à-dire que c'est souvent des vases ou des produits de petite taille destinés à apparaître sur la table. Deuxième région qui commence à produire ensemble, à peu près, du grès ensuite. Ah, c'est apparu là et pas là, j'y vais. Voilà. C'est l'Alsace, d'une part, et le Domfrontais, d'autre part. Avec, pour le Domfrontais, une carrière d'argile, une seule, la Goulande, extrêmement réduite du point de vue de la superficie, dont les argiles sont gris-beige quand elles sont crues et qui cuisent en devenant brun violacé, foncé. Puis, le Bessin Cotentin, ici, donc la dernière région, qui a des argiles rouges cette fois-ci, et qui va donner donc des poteries, elles aussi brun violacé. Quand elles sont cuites, c'est parfois très difficile d'arriver à distinguer les poteries du Domfrontais des poteries du Bessin Cotentin. Alors,
à quoi ressemblent ces grès du XIV-XVe siècle que vous voyez ici. Donc on a d'abord, là encore, les fameuses houles, et notamment les houles en proto-grès, comme celle que vous avez vue là, et qui provient donc du Bessin, et plus exactement des ateliers du Mollet. On a aussi des cruches, comme celle qui est tout à fait en haut, soit des cruches relativement grandes et assez bombées, et puis une forme qui est tout à fait particulière, qu'on trouve dans les deux régions, qui sont ces petits pichets. Vous voyez que leur taille, puisque là on a des vases qui sont à l'échelle, c'est assez réduite, et vous voyez la couleur particulière de ces vases qui sont très, très foncés. Et vous voyez ce qui se passe justement quand là c'est un raté de cuisson. Donc, quand la température a été un peu dépassée, c'est-à-dire que ce pot, qui était le même que celui d'à côté, évidemment, et qui a été découvert sur un atelier, est complètement écrasé sur lui-même. Alors, les autres vases, les voilà. Et c'est ceux qui vont aussi peut-être plus nous intéresser. Alors, bon, je passe rapidement sur les bouteilles qui sont là. Des tout petits vases, comme celui-ci, qui sont hauts comme ça. Et puis des pots un peu plus grands, et qui sont des pots à beurre, comme ceux-là, qui se caractérisent par un col relativement peu élevé, comme vous le voyez, relativement large aussi, et des vases en hauteur qui peuvent atteindre parfois une grande hauteur. Celui-là n'est pas très élevé, mais les pots à grès peuvent être à peu près hauts comme ça. Ils sont des pots presque cylindriques quand on arrive au maximum de leur hauteur. Alors, parallèlement donc, à la mise au point du grès, techniquement, les mentalités et les goûts vont évoluer considérablement. Et en particulier, on voit apparaître dans la société médiévale un souci accru d'hygiène et de l'hygiène en particulier des contenants. On a plusieurs traités qui l'évoquent. Outre donc Ambroise Paré dont je parlais tout à l'heure, on a tous les traités culinaires qui évoquent ce goût. Et puis on a aussi, c'est ce que Daniel Alexandre Bidon signale ici, fait remarquer, c'est qu'on a aussi, on en a assez dans la société médiévale, du goût de terre que pouvaient avoir les pots qui servaient jusque-là à faire la cuisine. C'est-à-dire qu'on a envie de goût plus neutre, et on considère que la terre donne du goût à la cuisine ou aux plats qu'on prépare dans ces pots. Donc on préfère des pots qui vont conserver les aliments frais, des pots qui vont se nettoyer facilement et ne pas garder de goût, de pots qui vont aussi conserver les liquides sans que ça s'évapore ou que ça passe par les pores du vase. Et on va aussi changer de domaine décoratif, choisir des choses plus différentes en tout cas. Jusque-là, on voulait absolument des terres blanches. Désormais, on va avoir, on n'hésitera pas, on souhaitera éventuellement des pâtes rouges, brunes, ou bien colorées, et d'ailleurs souvent elles sont plus colorées par des émaux généralement appliqués ou par des glaçures. Parallèlement aussi à ce changement de goût, régionalement, la Normandie, et plus particulièrement la Basse-Normandie, se spécialise dans l'élevage laitier. Et parmi les régions dont on parlait tout à l'heure, la Manche, c'est-à-dire le Cotentin, va justement aussi se spécialiser. C'est en particulier donc
le troisième, d'après Armand Frémont, qui est un géographe canet, le troisième pôle herbager de France. C'est vrai aussi pour le pays d'Auge, c'est vrai aussi pour le pays de Bray. C'est peut-être dès cette époque que s'installe l'image de la Normandie avec les pommiers, les vaches, etc. Et toutes les productions qui y sont associées. Donc la Normandie commence à se spécialiser tout doucement dans l'élevage laitier, dans la production de lait, de crème, de beurre. En même temps qu'elle, évidemment, développe cette production potière. Et les deux vont finalement se rencontrer pour permettre donc une évolution. Alors, cette évolution du beurre qui connaît un succès croissant, on va le voir aussi parfois dans l'iconographie. Alors, auparavant, qu'est-ce qu'on utilisait pour la cuisine? Eh bien, on utilisait surtout du saindoux, voire de la graisse de bœuf, qui n'était pas forcément très très bon. Le beurre était interdit aussi certains jours, en particulier pendant les jours de carême, ou bien le vendredi, ou pendant toutes les fêtes religieuses. Or, cet interdit religieux va se trouver levé au XVe siècle. On va avoir désormais le droit de consommer du beurre. Et ça devient également une mode, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on hésitait à en manger. Désormais, on va le faire fréquemment. Donc ici, par exemple, vous voyez le petit déjeuner de l'enfant Jésus. Donc, sur cette table, qu'est-ce qu'il y a sur la table de l'enfant Jésus? On a une coupelle en grès du Beauvaisis, un pichet en grès du Beauvaisis, on a du pain ici, et puis on a ça. Et ceci, eh ben, c'est la mode de beurre qu'on fabriquait, qu'on avait à l'époque, et qu'on va voir ici, où on a les formes à beurre qui apparaissent là ou là, et qu'on retrouve et qu'on va voir ici aussi. Donc vous avez ici tous les éléments qui servent à la fabrication du beurre, la baratte, les moules à beurre qui sont rangés sur l'étagère là-bas en haut, et ici vous avez la femme qui est en train de préparer, c'est-à-dire qu'elle est en train d'emballer du beurre dans des sortes de, voilà, de façon à fabriquer les modes de beurre que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc, alors ce beurre, comment est-ce qu'il va passer justement sur les tables à partir de sa production en Normandie et avec le grès? Eh bien, d'abord, le beurre normand est rapidement considéré comme un des meilleurs de l'époque, à l'époque. Il est considéré comme l'un des meilleurs et il devient à la mode et goûté des tables parisiennes. Or, la Normandie est quand même relativement proche de Paris. La deuxième raison qui fait que le beurre va pouvoir être commercialisé, c'est que la Normandie est aussi une région qui est bordée de côtes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et une région qui produit du sel. C'est, dans les temps de Gabelle, une région de carbouillon, donc on est région productrice de sel. Or, une des meilleures manières de conserver le beurre, c'est de le saler, puisque une fois que le beurre est salé, on peut le conserver tout l'hiver. Donc, ce sera une possibilité ou un moyen. On peut transporter le beurre à longue distance, soit frais quand le temps le permet, c'est-à-dire l'hiver, soit salé quand le temps le permet moins, c'est-à-dire l'été. Donc, il faut pour cela qu'il y ait des contenants. Et ces contenants, eh bien, ça va tout naturellement être les contenants, les vases de grès dont on a parlé déjà tout à l'heure. Donc, on va mettre ce beurre dans les vases en grès et ainsi le transporter à longue distance et on va voir jusqu'où on va pouvoir l'emporter. Donc vous avez
évidemment maintenant toutes les conditions réunies pour que le grès et le beurre soient commercialisés et commercialisés ensemble. Alors ici, vous avez 3 exemples. D'abord, ce texte qui dit qu'on conserve le beurre et que ça conserve sa fraîcheur au beurre, les pots. Vous avez un vase ici qui permettait donc de le transporter, trouvé en fouille. Ici, vous en avez un vase du Domfronté. Ça, c'est vraiment le vase caractéristique. Et vous voyez que celui-ci est à peu près de la même forme. Donc des vases très très grands, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui contiennent une bonne quantité de beurre. Et puis, vous avez ici le beurre tel qu'il pouvait parfois apparaître sur les tables. C'est aussi, c'est-à-dire, on coulait aussi du beurre dans des petits pots. Et là, on casse le pot pour pouvoir se servir ensuite en beurre. Mais ça, c'était plus fait localement, puisque les pots qui partent de Normandie, c'est les grands vases et pas les petits, ceux-ci. Alors, pour la production du beurre et du beurre salé ou pas salé, la ville qui va devenir le centre fondamental, c'est Isigny. Isigny devient donc un centre majeur de production et d'exportation du beurre. On fait venir les beurres jusqu'à Isigny, de l'ensemble de Normandie, et plus principalement du département, qui est aujourd'hui le département de la Manche, bordure, du Calvados. Ces beurres, on ne les commercialise pas immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a des marchands de beurre et des saleurs de beurre à Isigny. Ils collectent le beurre, ils les mélangent entre eux, c'est une sorte d'assemblage en fonction de leur qualité pour obtenir un beurre de la qualité souhaitée. On mélange le beurre avec le sel et ensuite on emmène tout ça, salé ou pas salé selon les périodes, et on les exporte et on les importe. Alors, ils pouvaient être transportés, ces beurres, soit dans des grands vases, soit dans des baquets en bois, mais on a moins de traces, évidemment, des baquets en bois, qui se sont moins bien conservés, que des pots en grès. Et cette carte de l'exportation du beurre et du commerce du beurre, en fait, on arrive à la faire beaucoup plus aujourd'hui à partir de ces grands vases en grès qui sont retrouvés dans les fouilles archéologiques un peu partout. Et c'est à partir de ces découvertes de vases qu'on arrive à reconstituer, au fond, la carte du commerce du beurre. Alors, parmi les régions normandes dont on a parlé tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait en Basse-Normandie 3 régions, Pays d'Auge, Bessin-Cotentin et Domfronté, qui étaient des régions productrices de poterie. Parmi ces 3 régions, il y en a une, le Pays d'Auge, qui ne peut pas être utilisée pour le grès. C'est justement une de ces argiles qui n'a pas les qualités requises. Donc, sortons cette région-là. Il ne reste plus que 2 autres régions, Bessin-Cotentin et Domfronté, susceptibles de produire du grès. La région qui va vraiment être spécialisée dans cette production, c'est le Domfronté. C'est elle qui s'y met la première et qui produit les vases qui ont les principales qualités. Ce sont les grands vases dont je parlais tout à l'heure. Un tout petit peu après, le Bessin-Cotentin s'y met à son tour et va commencer à produire. Mais avec toujours des difficultés, puisque l'argile est un tout petit peu moins, je dirais, la qualité de l'argile est un petit peu moins bonne. Par contre, elle a un gros avantage par rapport au Domfronté, c'est qu'elle est plus proche d'Isigny. Donc, évidemment, il y a moins de transport de vases, donc moins de risque de casse, et ils peuvent fournir des pots aussi plus facilement. Donc, ça va être aussi une véritable rivalité qui va se développer entre ces 2 régions pour essayer de conquérir le marché des saleurs de beurre et des marchands de beurre. Et on a des documents, entre autres, un ensemble de documents juste avant la Révolution française, une querelle entre les saleurs de beurre et les marchands d'Isigny pour savoir lesquels vont avoir le droit
d'avoir ce monopole d'approvisionnement chez les saleurs de beurre. Donc c'est toute une querelle entre eux très très importante. Alors, la Normandie va donc devenir l'une des principales sources d'approvisionnement en beurre du Palais du Louvre. D'abord, il faut savoir que dans les fouilles du Louvre, des quantités considérables de pots ont été découverts, montrant donc que la Normandie va approvisionner le Palais du Louvre, mais aussi toute la région parisienne. La Normandie va aussi approvisionner toutes les régions qui sont littorales à proximité et aussi toutes les régions limitrophes. Alors, on va pour ça avoir deux cartes qui vont bien montrer justement l'essor de cette production de grès entre le XIVe et le XVIIe siècle. Donc voilà ici la première. Les régions productrices de grès en Basse-Normandie, donc c'est ici Bessin-Cotentin et Domfrontet. Et les ateliers qui produisent sont des petits carrés. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les petits carrés et les... Mais je vais plutôt les montrer avec la flèche ici. Donc, sauf que c'est petit. Je ne la vois pas. J'ai plus de flèche. Elle est à l'écran ? Moi, je ne la vois pas. Bon, ça ne fait rien, je vais montrer ça comme ça. Donc, une des régions ici, c'est là, et l'autre, c'est là, au bout de mon doigt, plus haut. Voilà. Et les petits points rouges, c'est les endroits où des poteries de grès ont été découvertes. Donc, vous voyez que ces deux centres-là vont non seulement alimenter la Normandie, mais aussi la Bretagne, bien sûr, hein, ici. Donc ça, ce sont les régions proches. Et puis, évidemment, toute la région de Caen. Et ici, jusqu'au pays de la Loire, pratiquement. Donc on a déjà une production qui commence à avoir un petit peu, à prendre un peu d'ampleur. Et puis, donc Isigny se trouve au bout de la flèche. Donc vous voyez qu'on a quelque chose donc, qui part d'Isigny et qui inonde toute la région proche. Et puis, on est au XVIIe maintenant. Donc, Isigny, toujours ici. Et vous voyez que le grès, alors le beurre voyage de deux façons. Quand c'est l'hiver, il peut voyager par la route, parce qu'il faut quand même, comme il faut qu'il se garde, il faut éviter les trop grosses chaleurs. Et autrement, c'est surtout par bateau que ça se passe. Et soit par cabotage, c'est pour ça que toute la côte est particulièrement riche donc en découvertes qui montrent que le beurre circulait. Et puis, ça, vous voyez que toutes les rivières aussi, et entre autres pour la région parisienne, les bateaux suivaient la côte et puis remontaient la Seine jusqu'à Rouen et puis jusqu'à l'ensemble de la région parisienne. Donc on a une production qui se développe et qui gagne toute la région. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que par bateau, on ne va pas seulement jusqu'à Paris, on ne remonte pas que la Seine ou que la Loire, mais on peut aussi aller au-delà des mers, et surtout dans les régions, évidemment, où on est moins riche, mais bien approvisionné. Donc, ce n'est pas trop vers l'Angleterre, par exemple, mais je vais revenir en arrière. Donc ici, alors ce n'est pas un port normand, mais on voit quand même l'ensemble des cargaisons qui pouvaient être embarquées sur les bateaux. Et il y a eu des études de cargaison de bateaux faites sur des navires qui ont été trouvés au large de Saint-Malo et qui ont montré justement les provisions de bord et le matériel céramique qui était sur les bateaux. Donc
Donc, soit on emmenait du beurre et de la céramique pour l'alimentation des marins, du navire, ou bien parce que, eh bien, on allait loin, et en particulier, on a retrouvé, ça a été bien étudié par Jean Chapelot, beaucoup de grès normands au Canada. Les navires partaient des ports, bien sûr de Saint-Malo, mais aussi des ports des Normands, et venaient alimenter, eh bien, surtout aussi les villes de la côte. Et on voit ici la répartition des grès trouvés au Canada, avec des petits symboles qui indiquent le nombre de vases de découvertes qui ont été faites à chaque fois. Donc, le triangle, c'est plus de 1000. Bon, ça va jusqu'au petit point qui représente une seule trouvaille. C'est peut-être pas très, très représentatif, mais quand même. Et voici les genres, les poteries qui ont été découvertes là-bas, avec donc soit des vases du Don-Fronté, soit du Bessin-Cotentin. Les vases du Don-Fronté, c'est donc ceux que vous voyez là, qui ont été trouvés, donc les vases à Champlain Settlement. Les vases, donc voilà, pour les vases du Don-Fronté, c'est tout cela, et les autres sont des vases qui viennent donc du Bessin-Cotentin. Donc les deux régions vont aussi approvisionner le Canada. Alors du point de vue des fonctions de ces vases, vous voyez que les vases destinés à conserver le beurre occupent la plus grande part. Les bouteilles, une petite part ici. Surtout, donc, les vases à beurre sont des vases du Bessin-Cotentin, puisque le graphique du haut, ça correspond simplement au Bessin-Cotentin. Et les bouteilles viennent en second, et elles sont produites dans les deux régions. On a ensuite des jarres qui servent pour toutes sortes d'autres contenants. On pouvait évidemment conserver le beurre, mais on peut aussi conserver beaucoup de salaisons à l'intérieur de ces vases-là, hein, soit des provisions de porc, de lard conservées dans la saumure à l'intérieur, puisqu'on a l'avantage d'avoir des poteries qui sont plutôt imperméables. Et puis donc d'autres types de vases, comme des vases qui permettent de conserver, des pichets pour terminer. Alors pour finir, et puis pour vous montrer aussi d'autres types de produits liés à la fabrication, liés au lait et à la vocation régionale qui était donc le traitement de ce lait, vous avez ici l'extrait d'un catalogue, cette fois-ci du début du XIXe siècle, l'extrait du catalogue des établissements Lefrançois dans le Bessin-Cotentin, qui fabrique des produits qui sont destinés au lait. Donc ça, c'est les différentes tailles. Donc on a des terrines comme celle-ci qui permettent, c'est écrit, de faire mariner les produits. On a aussi donc des terrines un peu plus évasées. Ces pots qui sont aussi des pots qui permettent de conserver le beurre, mais qui en version beaucoup plus réduite permettent aussi de conserver le miel. Et puis on a donc des pots à lait, comme celui qui est en haut. Donc ces grands vases, quand ce sont des grandes jattes, on les appelle des sinots ou des mahons. C'est le nom qu'on leur donne. Et donc on a une production qui continue, voilà, à peu près jusqu'à la guerre, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où elle va connaître un moment extrêmement difficile, puis jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où cette fois-ci, qui va sonner en fait le glas de cette production. Et donc, ce sera pour conclure. Donc, pour conclure, vous avez d'abord cette carte postale qui vous montre encore, pareil, au début du XXe siècle,
les derniers potiers qui tournent dans le Bessin et qui fabriquent justement des tines et des mahons qui sont des grands vases destinés à conserver, pour la plupart, des salaisons dans ce cas-là. Donc la Normandie reste à cette époque une grande région de production de produits laitiers, hein, toujours à Isigny d'ailleurs. Vous pouvez le voir, la marque Président, je suppose, vous trouvez encore dans les supermarchés. C'est une entreprise qui est toujours à Isigny, qui continue à fabriquer du beurre, mais aussi du fromage. Donc les beurres, fromages continuent à être fabriqués. Des fromages comme le camembert, l'Ivaro, Pont-l'Évêque et le Neuchâtel pour la Haute-Normandie. Mais en revanche, évidemment, l'activité des potiers, elle, s'est éteinte, et s'est éteinte en 2 temps qui correspondent donc à ces 2 périodes des 2 guerres mondiales. D'abord parce que la poterie a été supplantée et concurrencée par le métal, en particulier l'aluminium, et puis dans un deuxième temps par le plastique, qui fait que cette fois-ci, évidemment, elle est devenue tout à fait obsolète, avec des vases infiniment moins chers, des pots moins chers, des pots incassables, et puis aussi les produits réfrigérés qui font que, bien entendu, ces techniques anciennes de conservation ont complètement disparu. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.